Zip, shabam. Pow, flop, Bonjour à tous, vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez en vraie radio et en direct sur le 99.7 MHz ainsi que sur www.jadefm.fr. Bonjour Bertrand. Bonjour Jim. Nous sommes au cœur de cette animation du jour puisqu'il s'agit des 36e journées de la bande dessinée. Nous sommes au Pèlerin. Et devant nous, il y a tout un parterre d'auteurs, de dessinateurs et de public. Comme ça commence à se remplir. Lorsqu'on est arrivé ce matin, il y avait du monde vraiment partout. Oui, partout. Il y avait déjà des gens qui faisaient la queue sur certains stands pour obtenir des dédicaces. Un gros succès comme d'habitude. On va recevoir sur ce plateau qu'on a installé au cœur de cette journée de la bande dessinée des auteurs, des dessinateurs, du public également, qui nous feront part, et des scénaristes, absolument, qui nous feront part de leurs impressions, de leurs lectures, de leurs découvertes, de leur regard également sur la bande dessinée, parce que c'est un monde très vaste. Absolument. On continue à s'écouter un petit peu de Gainsbourg avant de recevoir les premières personnes autour des micros de Jade FM. À tout de suite. Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des zip, shabam. Pow, flop, N'aie pas peur bébé, agrippe-toi, je suis là pour te protéger. Ferme les yeux, embrasse-moi. smack, shabam. Pow, flop, shabam. Pow, flop, shabam. Pow, flop, Premier invité en plateau, toujours en direct des 36e journée de la bande dessinée au Pèlerin. Et on a le plaisir d'accueillir Nico. Ouais, bonjour. Bonjour Nico. Nico qui a un nom de plume aussi, ou un nom de graphe. En fait, Nico, je m'appelle Nicolas, mais mon nom d'artiste, Ouais. c'est Corset, Corset. comme le café. D'accord. Pas comme la ville alors. Non, Alors Nico, qu'est-ce que tu es venu faire ici aujourd'hui à ce festival ? eh bien, je suis venu découvrir au sens large le monde de la BD qui est présenté dans cette ville un peu modeste. Et du coup, m'inspirer, bien évidemment, parce que donc, en tant qu'artiste, artiste peintre, on va dire milieu de la rue aussi, je suis très artiste urbain. Donc c'est vraiment ce qui prend du temps dans ma vie et ce qui me fait vivre. On va dire c'est l'art urbain. Mais bien évidemment, l'inspiration de la BD est indéniable et elle est quasiment maintenant dans toutes mes créations, si je puis dire. Voilà, donc je viens retrouver de l'inspiration et peut-être des coups de cœur aussi, parce que Oui. forcément un petit peu... Des coups de cœur visuels ou des coups de cœur scénaristiques peut-être aussi ? Oui, c'est un peu les deux. J'ai souvent un coup de cœur sur la couve et sur l'univers qu'il raconte tout de suite. Et sur quelque chose qui me parle, notamment des sujets qui peuvent pas mal être actuels, avec une dérision, avec un recul, un sarcasme. Ça me plaît beaucoup, donc je crois que j'ai vu mon petit coup de cœur que je vais prendre après là. Ouais. Donc voilà, c'est des petites éditions aussi que je cherche. C'est pas forcément du Glénat, c'est vraiment de la petite édition que je cherche à... On peut en parler de soutenir. ce coup de cœur C'est quoi, que oui. tu viens de... Oui, j'ai oublié le nom, mais c'est quelque chose... Il y a un masque qui représente un peu le monde toxique, quoi. Du coup, je le trouvais... c'est parfait, quoi, pour représenter ce monde anxiogène, cette géopolitique un peu anxiogène, et aussi toutes les catastrophes que l'on vit, que l'on a vécues et qu'on en vivra encore. Donc, en fait, ça m'inspire énormément. Et moi, je le raconte aussi dans mes œuvres, enfin, dans mon travail, quoi. Toute cette anxiété au sens large du terme. Étant donné qu'en radio, on peut parler de tout, y compris de choses visuelles, Absolument. s'il y avait une œuvre, la première qui te passe à l'esprit, comment est-ce que tu la décrirais en direction de l'audience de Jade FM ? Une œuvre qui m'inspire actuellement, Ouais. ce serait Jéricho, je pense. Ce serait vraiment le radeau de la Méduse. D'ailleurs, je suis en train de l'étudier, le redessiner dans... Justement,
avec un anachronisme, donc c'est-à-dire avec l'époque actuelle, avec justement la composition de l'époque, et mettre une baril de pétrole à la place d'un tonneau, bien évidemment. Ça m'a l'air tout bête, mais en fait, je pense que l'idée est pas mal, avec deux, trois choses symboliques, représentant aussi les génocides que l'on vit, que l'on subit, on ne peut rien y faire, entre guillemets. Donc, dans ma vie d'artiste, si je mets des messages sans prétention, je trouve ça très important en tant qu'artiste de pouvoir se prononcer. Et je me suis beaucoup prononcé sur le génocide de Gaza. C'est quelque chose de pas vivable pour moi, et d'avoir du sang sur les mains. La France a du sang sur les mains, je peux pas. J'assume totalement le dire. Il n'y a pas de souci. Une question qui reviendra souvent au fil des rencontres qu'on fera durant ce plateau. Est-ce qu'il y a une œuvre, en tout cas, est-ce qu'il y a une critique face à une de vos œuvres qui a changé des choses pour vous ? Très intéressant. Une critique. Un avis, une vision, une perception de ce que vous avez réalisé, et qu'une personne qui découvre votre œuvre vous fait une réflexion et ça change quelque chose dans votre art ou la façon de le pratiquer. Ou ça m'a plutôt mis en confiance, en fait. J'ai fait une œuvre qui m'a permis de gagner un concours. Voilà, en fait, le thème était le plastique et le futur. J'ai réalisé l'Arche des Noyés. Donc en fait, par l'idée, par le jeu de mots, ça a interpellé, et j'en ai interprété une espèce de composition style Parade de la Méduse, enfin un peu Parade de la Méduse et l'Arche des Noyés, du coup l'Arche de Noé, avec du coup des animaux, la tête dans le plastique, pollution, déchets, tout ça. Donc c'était une œuvre, une toile à l'acrylique qui m'a permis de mettre en confiance sur mes messages à continuer, à porter en fait. Donc c'est une critique plutôt objective, vu que c'est un lauréat du concours, ça te met en valeur, et ça te permet aussi de te faire en confiance. Donc tu es exposé ensuite, tu rencontres les personnes qui t'ont on va dire donné cette place de lauréat, et ça permet d'avoir un lien et de continuer de gagner confiance sur les messages en fait artistiques. C'est un peu notre rôle sans prétention. Voilà. Tu disais artiste urbain, c'est-à-dire tu dessines, enfin c'est du graphe, c'est quoi, c'est Ouais, c'est graffiti, graffiti. D'accord. Street art, parce Street que art, les gens ouais. ils préfèrent, mais en fait street art c'est plutôt le côté vendeur dans la rue, on va dire légal, et graffiti un petit peu plus côté vandale. Plus vandale, mais très léger. J'ai pas eu beaucoup de. Je me suis rendu compte que je suis pas trop fait pour ça, parce que j'aime prendre mon temps et je suis pas bon, je suis pas discret, tout ça. Mais j'aime justement, on a plein de murs d'expression libre, et puis des commandes, puis des murs un peu partout, des fresques un peu Europe mondiale, un peu partout, donc c'est chouette. Et ça me fait vibrer, ça me permet de rencontrer énormément de monde et d'émettre des messages justement. Et souvent d'ailleurs. Et tu vis de cet art-là ? Absolument. J'en vis depuis maintenant, je dirais 12-13 ans. Ah oui. C'est chouette, ouais. Ah oui. Est-ce que c'est plus dur maintenant qu'avant, tu penses Là, je crois que les budgets commencent à se restreindre un peu, et justement, le critique ça aussi. On est en train de prioriser des budgets, et je peux comprendre. Et toujours, faut s'accrocher pour que les devis passent, pour que les projets passent, pour que l'argent dans la culture passe, soit vraiment un vrai choix. Donc j'en vis depuis 12-13 ans. C'est jamais la même régularité. Mais en soi, j'y trouve un équilibre, parce que c'est saisonnier, on va dire. Toujours l'été, toujours dès le printemps, dès qu'il fait beau, on va à l'extérieur faire des fresques. Intérieur, c'est plus à l'atelier, on s'enferme, on fait de la toile. Et du coup, voilà, il y a un équilibre de ça. Mais c'est un plaisir total. Par contre, c'est dur. C'est du 60-70 heures par semaine. C'est pas de confiance tout le temps. C'est de la remise en question. C'est est-ce que ça va se vendre ? Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va plaire ? Mais voilà, faut se lancer, ça vaut le coup d'être heureux en fait. Et tu as donc un projet BD, tu disais ? Eh oui, donc ça y est, en fait, officiellement, je le sors de moi, parce qu'en fait, c'est pareil, c'est une fois qu'on prend un peu confiance en soi, après quelques années, allez, faut se pousser un peu, et j'ai tellement de soutien par rapport à mon style En fait, mon style mural, il est très proche de la BD, en fait. On dirait un ancrage noir et blanc avec quelques couleurs et tout. Je vous donnerai mon Insta si vous avez envie de voir ça. En fait, j'ai une touche du coup avec la bombe de peinture qui est proche de l'esquisse. Et du coup, ça ressemble à des ancrages. Et je m'inspire énormément des compos à la Moebius. Bien sûr, c'est des choses Moebius, Franquin, Gottlieb. Attention, on est sur des Goth. J'ai grandi avec Zepp aussi. Titeuf, c'est qualité. Et puis
beaucoup DBZ, beaucoup de mangas. Donc ça, c'est en fait tout ce qui est noir et blanc et contraste fort, ça m'inspire. Et Kid Paddle aussi pour la blague, pour le petit truc un peu rigolo, un peu fou aussi. Pour revenir à de la peinture plus classique, le Caravage peut-être. Absolument, Plus clair-obscur. Caravage, bien évidemment. Très Velasquez, très Vermeer, très... Ah, la peinture classique, de toute façon, c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Donc Jericho, je parlais de Caillebotte. Toutes ces inspirations sont énormes et sont aujourd'hui en fait dans mon répertoire. Voilà. Merci beaucoup, Merci Nico, beaucoup. premier invité de ce plateau radio. On Ouais. a été ravis de découvrir Merci. ton univers. Merci à vous. Mhm. Et on se dit à Je peux bientôt. donner mon Insta ? Ouais, allons-y pour l'Instagram. Ouais. Oui, donc si vous voulez me suivre, en fait, donc c'est le petit arrobase Café Corsé, donc K-A-F-E et K-O-R-S-E, sans les accents, mais Café Corsé. Je vous remercie. Super. Merci Nico. Merci. Pretty soon, little girl, I'm gonna take charge. The dogs on Main Street High
Promised Land par Bruce Springsteen, sorti en 1978 sur Darkness on the Edge of Town. Alors pourquoi on passe ce morceau ? Eh bien parce que les 36e journées de la BD accueillent 2 auteurs, donc c'est Damien Geffroy et Samuel Figuière, qui ont participé à un ouvrage collectif, Bruce Springsteen, The Boss in the USA. Vous pouvez les retrouver en ce moment même et jusqu'à dimanche aux 36e journées de la BD au Pèlerin. Jim, maintenant que j'ai fait ma petite bonjour page à musicale. tous, on a 3 invités en plateau, ils vont se présenter. Jay, qu'on se connaît un petit peu, qui n'était pas là lors du plateau qu'on a organisé sur Jade FM pour présenter cet événement des 36e journées de la bande dessinée. Heureux de te retrouver in situ, ici. C'est ça, là on est donc en plein festival, ça va son plein, ça repart tranquillement après la petite pause déjeuner. Moi ça fait une dizaine d'années que je fais partie de l'association et je fais partie du bureau donc, de l'organisation du festival. Et cette année on avait envie de mettre un accent tout particulier sur le travail de scénariste qu'on a un petit peu tendance à mettre de côté souvent dans les festivals de bande dessinée. Et c'est pour ça que j'ai proposé donc, cette année à Fabrice Link et Eric Corberan de participer à cette table ronde avec nous. Et je vais donc les laisser se présenter aussi. Bonjour à vous deux, qui êtes-vous ? Bonjour, alors je suis Fabrice Link. C'est ma troisième participation aux journées de la bande dessinée. Je suis toujours très content de venir puisque j'ai beaucoup d'attaches, j'ai beaucoup de gens que j'aime beaucoup ici. Et puis je suis scénariste de bande dessinée et également graphiste édition. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Eh bien moi je suis Corberan, je suis scénariste de BD également. Moi c'est mon job à plein temps depuis 90. J'ai scénarisé pas mal de séries, certaines ont connu un certain succès, d'autres un petit peu moins, mais c'est dans l'échec qu'on se construit. Et moi c'est la première fois que je viens au Pèlerin. Je suis très content d'être invité. Il y a plein de copains qui sont là. On se retrouve, c'est vraiment l'ambiance est cool. Le Chouchen ne coule pas encore à flot, mais apparemment on n'est pas en Bretagne, donc j'en sais rien. Je vais vous laisser débattre. Pour moi c'est très très honneur déjà puisque je viens de Bordeaux. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce festival ici ? Qu'est-ce que chaque festival a une âme, une empreinte, une atmosphère, une ambiance. Link, 3e participation. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici ? Moi ce que j'aime beaucoup c'est sa simplicité, son authenticité et puis comme je le disais juste avant, ces organisateurs qu'on commence à bien connaître et avec lesquels on partage d'excellents moments. Moi c'est ce qui me plaît. J'aime aussi beaucoup le public qui est quand même alors il y a un public de connaisseurs mais il y a aussi pas mal de familles et c'est aussi très intéressant de se confronter à ces familles qui ne sont pas forcément des aficionados. Moi, je trouve ça aussi très intéressant parce que c'est pas quelque chose qu'on voit dans tous les festivals en ce moment. Vous parliez à l'instant, je retrouve des copains, des connaissances de ce milieu. C'est corporatif, la bande dessinée ? Pas vraiment, justement. On est quand même une bande d'individualistes forcenés. Il y a des ateliers, bien sûr, mais en fait, la plupart, chacun travaille un peu dans son coin. Et les festivals ont cette particularité d'abord d'accueillir du public, mais aussi, moi, ça me permet aussi de voir des gens que ça fait longtemps que je n'ai pas vus. Là, je retrouve Franck Margerin, je retrouve puis des gens avec qui je bosse aussi que je vois pas non plus tous les jours parce que quand on est scénariste, on collabore avec des dessinateurs. Mais le dessinateur, il n'habite pas toujours juste en face de chez toi. Donc c'est bien de se retrouver. Là, j'ai fait le voyage depuis Bordeaux avec Phil Castaza qui est un ami que je connais depuis très très longtemps. On se voit jamais à Bordeaux et bien là on s'est retrouvés 5 heures dans le train avec une demi-heure de retard à l'arrivée. Ça nous a permis de bien papoter. J'ai pas avancé, j'avais amené un livre, donc on a papoté pendant 5 heures, c'était cool. Lorsqu'on a reçu les organisateurs, l'autre partie des organisateurs cette semaine à Jade FM,
On a aussi évoqué la logistique que ça demande au niveau d'organisation de ce festival, c'est-à-dire lancer des invitations, attendre les réponses des présents et s'occuper de tout de A à Z au niveau de l'accueil, de l'accompagnement, le logement, la restauration, toute la logistique, c'est du taf. C'est effectivement un gros travail qui commence pour nous dès la rentrée de septembre. C'est-à-dire qu'à partir de septembre, on commence justement à prospecter auprès des festivals, de nos contacts personnels aussi, pour essayer de trouver des auteurs qu'on a envie d'inviter. Ensuite, ça veut dire que le bureau dont je fais partie, on est une dizaine de personnes. On va se retrouver une fois par mois pour faire le point. Et puis, anticiper aussi justement toutes les locations, réservations de matériel. Ça va du bar-nob aux friteuses, aux grilles, aux tables. On va travailler avec les communes qui sont voisines pour justement être sûr d'avoir tout le matériel nécessaire pour le festival. Et ensuite, à partir de février, là, on rétrécit les réunions, c'est tous les 15 jours et à la fin, c'est toutes les semaines réunions. Pour cette semaine, on a commencé dès mardi à attaquer toute la préparation de la salle et gérer aussi tout ce qui est... Alors, j'ai oublié quand même, il y a toute la logistique, transport, habitation qui se fait aussi au fil de l'année. Mais pour ça, on a Yann, notre vice-président, qui a travaillé dans le tourisme. Donc, on est bien équipé, on va dire, et il le gère très très bien. Alors là, c'est une question aux dessinateurs scénaristes. Est-ce qu'il y a une histoire que vous n'osez pas raconter ou dessiner ? Là, comme ça, à brûle pour point, non. Non, pas forcément, non. Enfin, en tout cas, je me suis jamais retrouvé dans ce cas. Je me suis jamais retrouvé face à une proposition ou à une idée que j'aurais censurée pour une raison ou pour une autre. Pour l'instant, non, c'est pas le cas. S'il y avait une case parmi toutes les planches que vous avez réalisées, qui vous passe par la tête, à l'esprit, ce serait laquelle ? Sacrée question. C'est peut-être une case dans l'album sur lequel on est en train de travailler en ce moment avec David Sawyer qui est au dessin, avec qui ça va être la 3e ou la 4e aventure, qui est juste une case qui nous a posé énormément de problèmes et qu'on se réserve, qu'on va finir en tout dernier parce qu'on n'a toujours pas trouvé la solution. Donc là tout de suite c'est à cette case-là que je penserais parce qu'elle est vraiment problématique. Voilà. Si vous pouviez en décrire ne serait-ce qu'une partie, ce serait laquelle ? C'est une jeune femme sur un balcon en plongée avec des gens qui s'adressent à elle en contrebas. Voilà, schématiquement ça donne à peu près ça. Même question. Aucune réponse. Non, alors là, je suis complètement nul à ce genre de petits jeux. Non, j'ai écrit plus de 460 bouquins. J'ai aucune image qui me vient à l'esprit quand vous posez ce type de questions. Désolé, Joker. Une fois que le projet il est achevé, on l'oublie ou Ah oui, on l'oublie. Ouais. C'est même nécessaire. Enfin, je veux dire, l'oubli est nécessaire. Sinon, on devient marteau. Bien sûr, on l'oublie. Moi, je suis bien placé pour le savoir. Moi, je suis toujours tourné vers le projet qui vient. Donc oui, j'ai plutôt tendance à oublier ce que j'ai écrit. Ouais. Après, on peut redécouvrir, hein. C'est aussi agréable. Moi, j'ai toutes mes BD, elles sont dans mon bureau, un exemplaire de chaque. De temps en temps, je relis un petit bout de passage. Je me trouve assez génial, d'ailleurs. Je trouve ça parce qu'on a oublié en fait le process qui nous a amené à écrire ce petit bout. Et du coup, on le redécouvre un peu comme un lecteur découvre un bouquin. Mais ça, c'est grâce à l'oubli. Puisqu'on le redécouvre. Ça peut même déboucher sur des scènes assez cocasses parce que quand on est en dédicace, moi ça m'est arrivé pas plus tard que ce matin, un lecteur qui me racontait une scène et il m'expliquait ce qui s'y passait. Moi je n'avais aucune idée de la scène à laquelle il faisait référence et il m'expliquait qu'un personnage à un moment donné
faisait un truc qui lui paraissait déroutant. Et voilà, le personnage là, si vous vous souvenez, et non, j'avais aucune idée, j'étais même pas capable de retrouver le nom du personnage au moment où il m'en a parlé. Donc oui. Non mais toi, c'est Alzheimer plutôt là. C'est pas juste l'oubli quoi. Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. C'est les requins marteaux. Jay, ils vous font rire, ces auteurs, ces dessinateurs, dans les relations que vous établissez avec eux durant ce festival. Ils vous touchent aussi par moments? Ah bah moi, ce qui me motive effectivement dans la participation à cette organisation, c'est le contact avec toutes ces personnes. On a quand même ce privilège de pouvoir les côtoyer, manger avec eux, forcément discuter avec eux, même pour quelques dédicaces, parler des scénarios et de leurs dessins. Au fil des ans, on crée des relations aussi qui sont singulières et particulières. Fabrice, par exemple, ça fait effectivement la troisième participation au festival. Maintenant, on se retrouve à Angoulême, sur d'autres festivals, quand on arrive à se croiser, ça devient des amis. Et on a cette chance-là. Angoulême, le mot il est lâché. Festival reconnu au niveau national, même européen. Et là, cette année, qu'est-ce qui se passe? Ah, la question compliquée. On va dire que les organisateurs n'ont pas pris la mesure du mécontentement et de la situation très difficile des auteurs de bande dessinée. Il y a un nouveau rapport justement qui est sorti cette année, qui avait déjà été fait il y a 10 ans et qui montre clairement que la situation des auteurs de bande dessinée ne fait qu'empirer au niveau rémunération, au niveau situation, sans que pour autant les pouvoirs publics se soient emparés de la question ou au moins essayent de trouver des solutions. Après, le problème pour Angoulême, c'est que c'est pareil, ils se sont voilés la face un petit peu dans leur entre-soi, j'ai envie de dire, et qu'ils n'ont pas écouté ni les auteurs, ni les autres participants à cet événement. Et on va dire que ça tourne en jus de boudin, chacun reste campé sur ses positions. Moi, je n'ai pas d'analyse particulière ou de solution à apporter, c'est pas mon rôle. Maintenant, je trouve ça dommage. C'était quand même un grand festival, même avec ses défauts, il y en a, ça c'est sûr. Maintenant, ça part dans des procédures judiciaires, des communiqués de presse assassins, enfin c'est dommage pour ce festival. Il y a un auteur sur le festival aujourd'hui, c'est Bernard Catou qui a sorti un livre sur Frédéric Felder, un peu une histoire romancée et exagérée de l'éphémère directeur du festival Frédéric Felder, et qui raconte un peu l'espèce de nid de serpent dans lequel il était plongé à cette époque-là pendant 8 mois. Et donc on peut retrouver aujourd'hui et demain au Pèlerin. D'accord. Chaque année en France, ce sont 8000 bandes dessinées qui sont alors éditées ou soumises aux éditions. C'est énorme. C'est effectivement énorme. Moi je travaille aussi en médiathèque, donc je suis conscient du nombre effarant de bandes dessinées qui sortent. C'est difficile effectivement pour un nouvel auteur de trouver une place dans cette production. Sur le nombre de bandes dessinées, si on n'a pas un éditeur qui vous valorise, qui vous met en avant, on a vite fait de passer à la trappe. Et quand on voit le marché de l'édition aujourd'hui, un livre, une bande dessinée, elle va rester une semaine en avant, et après c'est fini, quoi. Ça va finir au pilon. Si ça n'a pas été le succès rapide. Si on compare avec le monde de l'édition au niveau des romans, par exemple, 5000 romans par an et 8000 projets de bande dessinée par an, ouais. La différence, elle est extrême, ouais. Ah, c'est énorme, effectivement. Je ne savais même pas la différence entre les romans et le nombre de bandes dessinées. Mais déjà que pour des romans, c'est difficile de percer, pour la bande dessinée, ça l'est d'autant plus. Et on comprend aussi justement les difficultés qu'on peut avoir les auteurs de bande dessinée pour vivre de leur travail. Ah ouais. Surtout que sur un album,
Enfin, ça dépend de... Tu voulais dire quelque chose, Eric? Oui, en fait, il y a deux visages à ce problème. On peut aussi dire qu'en France, on peut écrire un roman, trouver un éditeur, on peut faire une bande dessinée, trouver un éditeur et avoir un livre sur le marché. Là, on parle de succès. Toi, tu parles de marketing, on parle de succès. Donc, c'est pas forcément mathématique. Bien sûr, tout le monde a envie qu'on parle, mais au moins, on a la possibilité de le faire. Et avoir la possibilité de le faire, ça veut dire qu'on est dans un monde plutôt libre. On peut artistiquement s'exprimer sous forme littéraire et sous forme de bande dessinée, ce qui est une chance énorme. Donc ça, c'est l'aspect, c'est le visage que j'ai envie de donner à cette surproduction. Moi, je suis né avec la surproduction, je suis un produit de la surproduction parce que je l'ai vu apparaître. Moi, j'ai démarré en 90 et à partir de 95, les éditeurs ont commencé à appeler les auteurs pour alimenter les librairies qui, à l'époque, je le rappelle, demandaient des nouveautés parce qu'ils n'en avaient pas assez, parce qu'il y avait du lectorat derrière et qu'ils n'arrivaient pas à fournir et que tout partait. Donc la surproduction, à ce moment-là, elle a eu pour effet de contenter un lectorat qui n'avait pas assez, qui n'était pas rassasié. Et puis ce lectorat, gentiment, s'est rassasié parce que quand on mange beaucoup, au bout d'un moment, on n'a plus faim. Et par contre, la surproduction, elle est restée. Donc ça, c'est l'autre facette du problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'ouvrages ne rencontrent pas leur public. Ça ne veut pas dire potentiellement, ils s'adressent à personne. Non, ça veut juste dire qu'ils n'ont pas assez de temps de vie en librairie pour rencontrer leur public. Moi, je me souviens, quand j'étais lecteur, on avait tout le temps d'acheter les bouquins parce qu'il n'y en avait pas tant que ça. Et on pouvait revenir l'année d'après, dans la même librairie, au même endroit. Il y avait toujours ce bouquin qui nous attendait. Il y en avait un de plus parce que la série s'augmentait, mais on avait tout le temps d'acheter. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas là toutes les semaines en librairie pour choper votre nouveauté, vous la ratez. Ou alors vous la commandez et puis personne n'est content parce que vous vous adressez à Amazon, etc. Enfin bon, il y a 1000 manières de se procurer des BD, mais il faut être là. Donc ça, c'est l'autre facette du problème, c'est que la surproduction accélère le mouvement. Mais d'ailleurs, elle n'est pas juste dans la bande dessinée ou dans la littérature. Il y a trop de séries télé, il y a trop de films, voilà. Et de temps en temps, il y a un truc qui tire son épingle du jeu parce que les médias s'en emparent, parce qu'on en fait quelque chose d'un petit peu emblématique. Mais il y a beaucoup trop de choses partout. Il y a trop de disques, il y a trop de musique, il y a trop de groupes, il y a trop. Mais c'est bien. C'est aussi, on peut voir à ce moment-là l'autre visage du problème, c'est que il y a beaucoup de créateurs. Il y a beaucoup de créateurs, pourquoi ? Parce que ça donne envie. Les gens ont envie de s'exprimer, ont envie de créer, ils peuvent le faire. Alors, de là, chaque fois, aller chercher le succès, ça c'est quelque chose. En vivre, c'est encore autre chose. Mais voilà, vous avez plusieurs degrés de... moi, j'adore jouer au tennis. Je rêve pas de jouer à Roland-Garros. Je joue au tennis avec mes potes et puis point barre. Je joue comme une brêle, mais on s'amuse, etc. On peut faire ça aussi dans l'art. Je suis photographe amateur, je fais des photos, je ne vends aucune photo. On peut être peintre du dimanche, on peut être écrivain du dimanche, on peut aussi s'exprimer sans forcément vouloir gagner sa vie. Le fait de vouloir gagner sa vie, c'est autre chose. Moi, quand j'ai démarré la BD, je savais où je mettais les pieds. On n'avait pas de sécurité sociale, on n'avait pas de congés payés, on n'avait rien. Mais c'est le choix que j'ai fait. Je me suis dit, ok, ce métier est dépouillé de tout ce qu'on veut, mais en revanche, qu'est-ce qu'il offre comme liberté pour s'exprimer ? Donc c'est ça qui m'a botté. J'avais pas de patron, j'avais un éditeur, mais mon éditeur n'a jamais été mon patron. Mon éditeur, c'est mon partenaire, c'est celui qui va s'occuper de l'édition et de la diffusion de mon bouquin. Mais cette situation qui était calamiteuse et qui n'a pas bougé depuis, ça fait maintenant 35 ans que je fais de la BD, ça n'a pas bougé, elle me convenait et je m'en suis accommodé. Voilà. Vous parliez très justement tout de suite des moyens de diffusion de la bande dessinée. Si on compare avec l'univers musical, par exemple, et y compris de la cinématographique, l'apparition des plateformes, Spotify pour la musique, Netflix ou Amazon pour... Est-ce que tout ce nouveau monde de la diffusion, ça n'a pas justement bouleversé ce monde de la bande dessinée où on se rendait chez un libraire,
où on achetait Fluide Glacial tous les mois. Psychopathe. Est-ce que ça a changé quelque chose, c'est une nouvelle manière de consommer? Honnêtement, pour l'instant, ça fait longtemps que ça existe. Sur mon contrat d'édition, il y a des clauses par rapport à toutes ces des clauses de diffusion de l'œuvre par un autre biais que la bande dessinée en librairie classique, notamment sur Internet ou sur une liseuse où on peut s'abonner à une plateforme. Honnêtement, jusqu'ici, et ça fait déjà un petit moment que ça existe, en France, c'est peanuts. C'est peanuts. Ça n'a pas révolutionné le mode de diffusion. Peut-être dans des pays comme le Japon ou les États-Unis, ça a plus d'impact parce que au Japon, les gens n'ont pas trop de place pour avoir des grandes bibliothèques, etc. Et aux États-Unis, ils ont un autre mode de consommer de la bande dessinée, mais en France, l'album cartonné, classiquement on le définit, que ce soit des romans graphiques ou des albums plus classiques, reste la méthode la plus répandue de lire une bande dessinée. Il y a eu plusieurs échecs commerciaux de gens qui se sont lancés sur des plateformes numériques autour de la bande dessinée franco-belge et qui toutes ces tentatives se sont avérées vaines. Il n'y en a pas eu des milliards, mais celles qui se sont lancées ont quasiment toutes fermé leurs portes, quasiment. Oui, et je pense même à la plateforme, de Webtoon. Ouais. C'est-à-dire ces sortes d'adaptation du format de bande dessinée à un format plus numérique où on peut lire les cases les unes en scrollant sur son téléphone ou sur son ordinateur portable. Même ça, les plus gros éditeurs s'y sont essayés et autant ça marche bien en Corée, autant en France c'est encore ultra balbutiant parce que les gens n'ont pas cette culture-là. Et je ne sais pas si c'est un bien ou si c'est un mal, je ne sais pas si ça développerait ou pas. En tout cas, c'est une autre approche. Moi, j'ai toujours privilégié l'approche physique. Je reste un amateur de DVD, je reste un amateur de disques. Donc j'ai besoin du format matériel, mais c'est parce que je suis un vieux bonhomme, mais j'ai besoin du format matériel comme support. Et pour la bande dessinée et pour les romans, je continue à acheter des livres. Et franchement, l'impact aujourd'hui des liseuses, tout ça, c'est encore très très ça reste faible. Derrière tout ça, il y a peut-être aussi l'âge moyen du lecteur de franco-belge. Le lecteur de franco-belge est de plus en plus âgé et c'est pas forcément le premier utilisateur de technologie. Au niveau technologie. Donc il y a forcément un lien et une corrélation, il y a un truc à voir de ce côté-là, c'est évident. Reste à savoir si les jeunes... je pense que la question essentielle, c'est de savoir si les jeunes vont retourner vers la franco-belge ou pas d'une façon ou d'une autre. J'ai malheureusement une idée de la réponse. Je vous propose qu'on fasse 3 petites minutes d'intermède musical. On se retrouve juste après. Merci beaucoup. She's just a girl, the guy
She's just a girl you want. Look at you and your mouth is watering. Look at you and your mind spinning. Why don't we just admit it's all over? She's just the girl you want. She's just a girl. She's just a girl you want. She's just a girl. She's just a girl you want. She's just a girl. She's just a girl you want. She's just a girl. She's just a girl you want. She sings from somewhere you can't see. She sits in the top of the greenest tree. She sends out an aroma of undefined lust. It drips on down in a mist from above. She's just a girl. She's just a girl you want. She's just a girl. She's just a girl you want. Look at you and your mouth is watering. Look at you and your mind spinning. Why don't we just admit it's all over? She's just the girl you want. She's just a girl. She's just a girl you want. She's just a girl. She's just a girl you want. She's just a girl. She's just a girl you want. She's just a girl. She's just a girl. De retour à la 36e journée de la bande dessinée au Pèlerin. À l'instant, c'était Devo avec Girl You Want. C'était le générique de l'adaptation de Tank Girl, la bande dessinée de Jamie Hewlett. Jamie Hewlett qui officiera après avec Damon Albarn dans Gorillaz. J'avais une question concernant, justement, on parlait tout à l'heure du foisonnement culturel et notamment d'un fait majeur que sont les séries. Comment ça a influencé, c'est venu polluer la bande dessinée et notamment la scénarisation, le découpage, le fait que maintenant des gens massivement consomment de la série et ont une vision culturelle et artistique peut-être orientée par la série. La série n'est pas un phénomène aussi récent que tu sembles le suggérer. Oui, mais avant c'était des feuilletons. Je crois que la première, une des toutes premières séries, c'est Belphégor. Oui. Donc tourné en France. Oui. C'est les Français qui ont inventé la série télé, je le rappelle, avec Fantomas. Les premiers épisodes de Fantomas, c'est de la série télé, Judex, compagnie. C'est vraiment... Donc culturellement, la série est assez ancienne et elle correspond exactement à la naissance de la télévision. C'est-à-dire que pour moi, c'est ce que la télé produit de mieux. Je ne regarde jamais de jeux à la télé, je ne regarde jamais les infos à la télé, je ne regarde pas la télé. En revanche, les séries télé, je continue à en consommer. Et en tout cas, dans mon ADN de scénariste, il y a une forte part de séries télé. Le succès que j'ai eu, le premier succès que j'ai rencontré en bande dessinée s'appelle Le Chant des Striges. Et j'avais habillé au niveau du vocabulaire ma série BD comme une série télé. J'appelais pas ça un tome, comme d'habitude on appelle tome 1, tome 2 pour montrer les successions. J'appelais ça un épisode 1, épisode 2, comme à la télé. J'appelais pas ça un cycle
j'appelais ça une saison. J'ai été le premier à appeler saison mon arc narratif de 6 épisodes. Donc c'est pas récent et je trouvais qu'il y avait il y avait un côté sœur, c'est-à-dire pour moi je suis très influencé par la série télé dans mon travail. J'apprends à écrire autant quand je lis une bande dessinée d'un de mes collègues que quand je regarde une série télé. Donc j'ai un regard à la fois affectif, je profite je profite du programme qui m'est proposé parce que le contenu m'intéresse, parce que je suis pris par ce qui s'y passe, et j'ai un autre regard qui est celui du technicien qui se dit ah ouais là l'ellipse, ah ouais là comment il raconte ce truc là, c'est très compliqué là. Donc on apprend, on prend des choses, et j'ai pris beaucoup de choses moi depuis que je fais ce métier quand j'étais gamin. J'habitais l'Est de la France, et dans l'Est de la France, on recevait, dans notre télé, on recevait RTL, Radio Télé Luxembourg. On était vraiment à la frontière du Luxembourg. Le grand film, parce que la soirée était séparée en deux, le grand film commençait à 9h. Par contre, avant 9h, il y avait le feuilleton. Et tous les jours, il y avait un feuilleton différent, et donc le mardi tu retrouvais le mardi suivant la suite de ton feuilleton, etc. Et ça c'était plus tôt dans la soirée. Et ben moi j'avais le droit de regarder, j'étais petit, j'avais le droit de regarder le feuilleton, et puis à 9h j'étais envoyé au lit et mon père regardait le film. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait ma culture de série télé. Donc j'ai plus de 60 ans aujourd'hui, donc c'est pas un phénomène récent. Ce qui change aujourd'hui, c'est la façon de consommer. Encore une fois, c'est pas vraiment. Donc la façon de consommer va changer un petit peu la manière d'écrire. On te dit, quand tu discutes avec des producteurs de télé, ils te disent dans les 5 premières minutes il faut accrocher l'attention du lecteur, parce que sinon, enfin du spectateur, parce que sinon il disparaît de l'écran, il zappe, parce qu'aujourd'hui on a la possibilité de zapper. D'abord, quand tu regardais la télé, tu n'avais pas la possibilité de zapper, mais tu avais la possibilité de te barrer en courant. C'était pas interdit, tu n'es pas attaché sur ta chaise. Donc la possibilité de ne pas regarder, de ne pas lire ou de passer à autre chose, elle existe quand on lit de la BD, elle existe quand on lit des livres, elle existe quand on regarde un film. Si ça vous emmerde, on éteint ou on passe à autre chose. Ça s'est peut-être accentué, ça s'est peut-être c'est peut-être devenu dramatique, c'est peut-être lié aussi au temps d'attention qui est accordé à chaque. On n'accorde pas la même chance aux œuvres quand il faut se dépêcher d'accrocher l'attention. Il y a quelques années, je me souviens des réflexions qu'il y avait autour de l'univers de Tolkien, tu sais, quand les gens disaient « Ah, j'ai vu le Seigneur des Anneaux, c'est formidable, mais j'ai essayé de le lire, c'est impossible à lire. » Parce qu'il faut attendre un petit peu avant qu'il se passe quelque chose. Mais ceux qui ont fait le voyage, ils n'ont jamais été déçus du voyage. Donc voilà, c'est une question de patience, c'est aussi une question de personnelle, quoi, tu vois, ou t'es patient ou t'es pas patient. Donc moi j'aime la série, qui n'est pas un phénomène récent. Ça a beaucoup nourri mon travail, ça continue à le nourrir. Ce qui est un petit peu dommage aujourd'hui, c'est que les éditeurs ont tendance à ne plus vouloir se lancer dans une série. Donc on va vous demander de tricher un petit peu, de fabriquer un univers qui potentiellement peut devenir une série, mais qui, quand on sort le premier bouquin, doit être satisfaisant à la première lecture et doit se suffire en lui-même. Ce qui fait un exercice de style assez compliqué, je vous le garantis, parce que des gens comme moi qui sommes habitués justement à développer des univers petit à petit, quand il faut tout donner dans le premier volume en se disant, en espérant que ça marche pour en faire un deuxième, c'est compliqué. Ça, c'est un problème de prise de risque aussi au niveau des éditeurs. Tout à fait. Tu as entièrement raison. Et on en revient à il y a surproduction, il y a mévente. Aujourd'hui, les ventes moyennes s'effondrent, donc l'éditeur il n'est pas tenté de dépenser. L'éditeur il est là pour gagner de l'argent. Voilà. Donc accessoirement il aime bien que le projet soit chouette, mais il aime bien aussi il aime bien aussi en faire d'autres, donc il faut qu'il gagne de l'argent. C'est une entreprise. Un éditeur, c'est une entreprise. Moi je suis pas là pour faire perdre de l'argent à mes éditeurs, au contraire, je suis là pour, si je veux avoir une longévité, il faut que je permette à mon éditeur de gagner de l'argent.
Donc on est pris un petit peu entre faire des belles choses, que ça soit rentable, etc. C'est une équation assez compliquée, de plus en plus compliquée à mettre sur le papier. Pour revenir à la question de la série et de l'album de bande dessinée, moi j'y vois plutôt des ponts, en tout cas au niveau scénaristique. Parce que quand on y regarde bien, je pense que le scénario de bande dessinée se rapproche beaucoup plus du scénario d'un épisode d'une série que du scénario d'un film, ne serait-ce que par le nombre de scènes qui va être déroulé. La durée, Ouais, notamment. Donc moi je suis tout à fait d'accord avec Eric. Déjà la série, le feuilleton, c'est un phénomène ancien et je pense pas qu'il y ait de réel antagonisme. Je pense pas que l'un bouffe l'autre à aucun moment, honnêtement. Ma question n'était pas sur l'ancien ou récent, c'était plus sur le côté massif et sur vraiment le phénomène culturel majeur qui est le plus consommé, je pense, notamment chez les jeunes. C'est plus la façon de consommer qui va faire la différence que les produits. C'est ce que Eric voulait dire, je pense. Je suis totalement d'accord avec ça. Oui, et puis ce qui a changé aussi, c'est le contenu des épisodes des séries télé. À une époque, on pouvait pas tout faire. Donc la bande dessinée venait aussi en compensation parce qu'on avait des dessinateurs qui savaient dessiner des beaux décors ou des trucs fantastiques. Aujourd'hui, quand vous regardez Game of Thrones, mais personne en bande dessinée n'est capable de rivaliser avec le réalisme des décors, des personnages, de la crédibilité de l'univers, des créatures. Personne n'est capable de... Donc vous avez atteint un degré de qualité visuelle qui était l'apanage de la bande dessinée à une certaine époque et qu'on a perdu parce qu'aujourd'hui vous faites travailler des graphistes sur les palettes et vous créez des décors absolument magnifiques pour arriver à des produits d'une qualité mais éblouissante. Donc on n'est plus tout à fait sur le fait de compenser un art ou un médium vis-à-vis d'un autre. On est aujourd'hui totalement dépassé par cette qualité-là. Alors il faut qu'on trouve nos armes ailleurs, il faut qu'on rivalise avec d'autres outils, mais là du coup, avant on avait l'avantage et on vient de le perdre. Jay, c'est important d'écouter ces artistes parler également de tout ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire la distribution, les problèmes d'édition, la grande question de la consommation de la bande dessinée. C'est important d'avoir leur regard à eux. Alors moi je vais pas pouvoir te répondre non parce que c'est un peu mon travail aussi en tant que bibliothécaire et puis en tant qu'organisateur de ce festival. On est quand même attaché au bien-être des gens qu'on invite et pour reprendre un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur le statut et la situation des auteurs aujourd'hui, ces conditions d'édition qui sont de plus en plus difficiles et leurs conditions de travail aussi, l'arrivée de l'IA aussi, on n'en a pas parlé mais c'est encore un autre enjeu. C'est la question suivante. Voilà, j'anticipe en fait a priori. Mais qui va un petit peu bouleverser aussi le travail de tout ce qui est créatif. Que ce soit la musique, la bande dessinée, la musique, le cinéma, je crois qu'on ne mesure même pas ce que ça va pouvoir générer et bouleverser. Voilà, donc effectivement, en tant qu'organisateur de festival, on est toujours attentif à ce que vivent les auteurs, et parce que de toute façon, il y a un moment, s'il n'y a plus d'auteurs, il n'y aura plus de festival non plus. Le mot il a été lâché, intelligence artificielle qui touche tous les domaines, intelligence artificielle générative et le problème c'est qu'elle est aussi capable de créer l'intelligence artificielle créative et là toutes les alarmes sont au rouge. Alors moi en ce qui me concerne pour l'instant je pense que c'est un réflexe d'autodéfense, je me suis totalement écarté du débat. Avec derrière la tête de toute façon, je sais totalement qu'il va falloir que je m'intéresse, que je me positionne, que je... nous les auteurs, on est scénaristes aussi, on vit un peu dans notre coin, j'ai encore très peu échangé avec mes collègues à ce niveau-là, comme je vous le disais, je pense que c'est un réflexe d'autodéfense, mais oui, il y a une préoccupation. Je ne sais pas, Eric, toi tu t'es peut-être un peu plus posé la question. En fait, moi je suis quelqu'un vraiment d'une autre époque, donc je suis plutôt
vers la fin de ma carrière que vers le début. Donc ça arrive, si tu veux, à un moment pour moi où ça va avoir, en tout cas perso, très peu d'impact. En revanche, c'est la génération qui arrive qui va devoir se dépatouiller avec ce truc-là, et certainement qu'ils auront plus les moyens de comprendre, de se défendre, parce qu'ils sont nés avec. Donc là-dessus, j'ai du mal, moi, à me positionner. Ce que je pense, fondamentalement, c'est si on rappelle qu'aujourd'hui, la production s'effondre. Elle ne décroît pas, elle s'effondre au niveau des ventes. Les ventes ne sont plus du tout les mêmes qu'il y a 5 ans, 10 ans et encore moins avant. Donc si on corrèle ça à l'arrivée de l'IA, ça fait beaucoup de problèmes. C'est-à-dire beaucoup de problèmes qui arrivent en même temps. Ma position, c'est de dire, ok, on vend moins de bouquins et il y a l'IA qui arrive. Mais il y aura toujours des gens, des amateurs, des lecteurs qui seront amateurs et qui aimeront lire des choses qui ont été faites avec un être humain. Donc ils seront moins nombreux. Ça va peut-être modifier la manière de diffuser une œuvre, mais ils seront là parce qu'ils aiment le beau dessin fait à la main, les belles histoires inventées avec une tête et non pas avec une machine. Et ça sera marqué dessus. Ça sera marqué. Il y a aujourd'hui un label. Il y a aujourd'hui un label qui existe. D'ailleurs, j'ai oublié le nom, mais il y a aujourd'hui un label qui existe qui dit, bah voilà, ce truc-là a été fait par des êtres humains. C'est un peu aberrant. C'est une forme d'AOP. Exactement, ou d'AOC, comme tu. Oui, c'est exactement ça. C'est un vrai label. Et je pense qu'il y aura toujours un public pour ça. Il sera beaucoup moins nombreux. Il faudra peut-être aller le chercher. Et c'est là qu'on aura peut-être un partenariat peut-être beaucoup plus, étroit avec les festivals, parce que ces gens-là, ils viendront chercher les livres sur des lieux où sont les êtres humains. Donc je pense qu'on se dirige vers une production de niche avec moins de lecteurs, moins de ventes, et qu'il va falloir s'habituer à ça. Mais moi, je ne vais pas arrêter d'inventer des histoires, je sais faire que ça, et je connais plein de dessinateurs qui ne vont pas arrêter de dessiner avec la main, tout simplement parce que ça leur plaît de faire ça. C'est aussi une passion. On oublie souvent, l'IA permet de faire des choses magnifiques, mais il n'y a pas de passion. Un vrai passionné, il aime créer son univers, il aime créer ses images. Donc ça existera toujours. On sera peut-être moins nombreux, du coup, il va y avoir une hécatombe, j'ai envie de dire, mais peut-être que ça sera, moi je vois le côté positif du truc, ça sera peut-être vers un plus, c'est-à-dire que il y aura moins de monde et il y aura plus de qualité, tu vois, moins de choix, mais le choix sera humain et on sera là devant les gens. Ça va peut-être rapprocher le lecteur de son artiste et l'artiste de son lecteur, tu vois, ça peut avoir des... En fait, ça a une notion d'artisanat. Oui, on va revenir à ça. Voilà, on va peut-être pouvoir créer le label fait à la main, artisan. Ouais. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Il y aura probablement toute une mécanique à repenser dans tous les métiers autour de la bande dessinée, de l'édition jusqu'à la vente de ces produits. Je pense qu'il y aura toute une mécanique à reconstruire, probablement. Jay, comme c'est toi qui as lancé ce mot intelligence artificielle, est-ce que ça répond à des interrogations peut-être ? Comment dire ? Moi, à titre personnel, je sais que j'ai été amené dans mon travail à faire une formation justement sur l'utilisation de l'IA. Alors plus, pas forcément dans le cadre de la bande dessinée, mais pour la création d'un texte de communication, d'une affiche. Et c'est vrai que c'est bluffant. Un prompt, alors il faut apprendre à créer son prompt, mais quand on voit les résultats aujourd'hui et quand on voit surtout la vitesse à laquelle évolue cette IA, ça va être difficile effectivement de passer à côté. Pour autant, moi je reste aussi assez réfractaire à l'IA, surtout générative. Moi personnellement je fais de la musique aussi et c'est le même problème pour la musique. C'est plus ancien aussi effectivement comme tu dis Eric, mais ça devient pareil, du grand n'importe quoi au niveau de la quantité de production qui noie sous des masses phénoménales les productions humaines, on va dire. À l'heure actuelle, au niveau musical, sur les plateformes d'écoute, 40% de ce qu'on écoute est entièrement créé.
Oui, par l'intelligence artificielle. C'est incroyable. En 2 ans, c'est passé de 22% à 40% à l'heure actuelle. Ouais. Oui, c'est ça. Et ça va être le même souci dans tout ce qui est création justement artistique, graphique. Et moi, par réflexe de défense envers tous mes réseaux de dessinateurs, d'auteurs que je côtoie et que je connais, je suis un petit peu tout ce qui se passe sur Internet notamment. Et c'est vrai que ça va poser de réels problèmes. Et comme tu disais, Eric, ça va certainement faire une sacrée hécatombe au niveau du métier. Je me souviens à un moment, quand les supports matériels ont disparu, où avant, quand un groupe de musique, là on parle de musique, faisait un disque, c'était le disque qui était générateur de droits d'auteur, et la tournée qui suivait servait un peu à promotionner le disque. Avec la disparition des disques, on a assisté à l'effet inverse. C'est le groupe qui se produisait. Du coup, ça a remis tout un tas de groupes sur la route. Et je pense que par rapport à ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. On va faire des festivals avec des gens qui sont sur une scène, qui jouent, et des gens qui vont venir payer pour les écouter. Et tout ce qui se passera, comme tu dis, les 40%, et qui seront certainement beaucoup plus. Le pourcentage va encore évoluer. Écoute, ceux qui voudront écouter ça, de toute façon, on ne peut pas faire machine arrière. C'est pas possible, c'est mondial, le phénomène est mondial, et détenu par les gens qui ont le plus d'argent sur la planète. C'est eux qui ont mis le phénomène en mouvement. Tu peux plus l'arrêter, c'est inarrêtable. Donc il va falloir nous qu'on trouve des solutions de repli. Voilà, ça va passer par de la réflexion, ça va passer par des choses, mais ça va surtout passer par un retour à la scène. Voilà. Nous, on sera devant nos lecteurs, les musiciens seront devant leur public, et il y aura de l'humain, et voilà, on sera peut-être moins nombreux, mais au moins on sera des hommes. Juste pour précision, j'ai l'impression que Et les des gens... femmes. Pardon, Non, je disais des hommes et des femmes. Et des femmes, ok. Donc ce que j'étais en train de dire, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que les gens... on s'imagine que l'IA aura essentiellement des répercussions au niveau de la bande dessinée sur la partie graphique, mais pas uniquement, justement. Le scénariste est absolument concerné aussi, parce que c'est dans la réflexion, dans l'écriture, il y a plein de choses qui sont possibles avec l'IA. Je sais que quelques scénaristes, quelques-uns de nos collègues travaillent déjà avec l'IA à certains moments de leur processus d'écriture. Donc c'est vraiment un phénomène qui va toucher tout le marché de la bande dessinée et toutes ses composantes, vraiment. Voilà. Il y a également une évolution idéologique du grand public. Je me rappelle qu'il y a quelques années, j'ai reçu à Jade FM Xavier Gors, qui était le dessinateur du Monde, quelques mois avant que le Monde décide de ne plus publier de dessins de presse. Et tout ça, ça s'est passé une semaine après que le New York Times avait dit on arrête les caricatures de presse dans notre journal, on a trop de problèmes. L'humour, la bande dessinée, c'est encore un vecteur de transmission de choses. Est-ce qu'il y a encore un espace de liberté dans la bande dessinée qu'on trouve peut-être de moins en moins ailleurs, parce qu'on ne peut plus rire de tout, on ne peut plus afficher certaines positions politiques ou personnelles. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis pas sûr que la BD, le secteur humoristique, on va dire, de la bande dessinée, soit le secteur le plus en forme aujourd'hui. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Fabrice, je pense que on est confronté au même problème. La censure se fait avant la publication maintenant. Donc un éditeur, quand vous lui proposez un sujet un peu osé, on va pas y aller. Donc il préfère en fait ne pas le publier plutôt que de s'exposer à un procès ou à une volée de bois vert minimum. Mais donc je pense qu'on en est là, mais parce que cette société évolue aussi dans ce sens-là. Je pense qu'on va dans le bon sens.
Qu'aujourd'hui, il y a un petit peu d'exagération, effectivement. Vous rigolez, vous faites un humour sur les manchots, les manchots, ils vont pas être contents parce que eux, ils sont manchots, donc ça les fait pas rire. Vous faites une blague sur les chauves, c'est pas drôle non plus. Enfin, voilà, ok, c'est comme ça. C'est comme ça. Je pense que ça va dans le bon sens. Je pense qu'effectivement, mais que ça va fatalement se calmer, j'espère. Pour revenir à ce que tu disais, Eric, tout à l'heure sur la question tu faisais l'analogie avec la musique, revenir au festival et retourner au public. Le problème, c'est qu'il y a des grands groupes qui détiennent les maisons de disques, mais qui détiennent aussi maintenant les festivals, et qu'en fait, la solution, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est peut-être le retour vraiment à l'artisanat, et dans l'édition, qu'elle soit de livres de littérature, on a vu la semaine dernière ce qui s'est passé avec Nora, et peut-être aussi dans la BD, est-ce que c'est pas aussi une part de solution, revenir à des groupes qui soient un peu indépendants financièrement de ces grands groupes qui sont eux-mêmes liés à des idéologues? Alors là, on va revenir à une espèce de la règle économique, en fait, la règle économique. Écrire un livre, quand tu es professionnel, écrire un livre, ça prend du temps. Donc ce temps, tu vas le facturer à l'éditeur, quelle que soit sa forme, en avaloir ou un forfait, tu vas demander de l'argent parce que c'est sur ton temps. Ou soit avoir, comme certains, aujourd'hui, moi je suis venu avec un ami dessinateur, lui il trouvait plus de boulot, il a trouvé un boulot à mi-temps et du coup le voilà à mi-temps en faisant autre chose et récupérant la moitié de son temps pour continuer à faire ce qu'il aime, vivre de sa passion, parce qu'il n'y avait plus de moyens d'en vivre à 100%. Donc c'est aussi à chacun de trouver ses solutions. Peut-être que la solution sera collective. Moi je suis trop individualiste pour me dire que la solution peut venir d'un collectif, parce que dans un collectif, il y a toujours des gens qui sont sacrifiés, oubliés, etc., puisque c'est collectif. Je pense que la solution doit venir du terrain, des gens qui font. Moi, par exemple, j'ai commencé à écrire des romans très tardivement, peut-être pas au bon moment. J'avais 60 ans quand je m'y suis mis. Je rencontre aucun succès alors que j'ai quand même un peu de succès en bande dessinée. Un peu, oui. J'ai décidé d'arrêter de travailler avec des éditeurs, tu vois. Et tant pis, c'est pas grave. Je fais ça en tant qu'amateur. J'ai monté ma propre structure d'édition et je diffuse moi-même mes romans quand je me déplace en festival. Sauf quand je vais en train, ce qui est le cas aujourd'hui au Pèlerin. Mais quand je vais dans un festival avec une voiture, je prends une valise avec mes bouquins et je vends quelques bouquins comme ça. Mais c'est parce que j'ai plus d'ambition. J'ai plus d'ambition par rapport à ça. Donc le do it yourself avec Ulule, les plateformes dont on n'a pas encore parlé, qui permettent d'avoir une communauté de gens qui achètent des projets avant qu'ils existent. En auto-édition. Voilà. Il y a même des éditeurs spécialisés sur Ulule aujourd'hui. Avant ça portait un autre nom, ça s'appelait de la souscription. Un auteur qui n'était pas très connu vendait son livre en souscription. Alors je ne sais pas comment il faisait à l'époque, certainement il écrivait des lettres en disant aux gens envoyez-moi un chèque. Aujourd'hui c'est simplifié, mais c'est un petit peu le même, c'est le même principe. Et je ne dis pas que c'est la solution pérenne et idéale, je dis que c'en est une. Et les éditeurs, les grosses boîtes d'édition ont vu d'un mauvais œil tout cet argent que les lecteurs dépensaient à acheter des bouquins d'auteurs indépendants à leur dépens, à eux. Aujourd'hui, ils s'en sont fait une raison, mais ils l'ont mal vécu. Mais ça leur pendait au nez. Parce que la solution, encore une fois, venait de l'individu lui-même. Ras-le-bol du système, du machin qui t'oblige à, etc. Je fais ça moi-même, je fais ça avec mes petits moyens et c'est une solution individuelle et artisanale. Dernière question, parce que tout à l'heure, Eric Corberan, vous avez parlé de votre âge. On a sensiblement le même âge. Cette semaine, en studio, m'est revenu un souvenir à l'évocation en discutant avec les organisateurs des 36e journées de la bande dessinée. C'est le souvenir de Papy Jim. Ouais, exactement. Le souvenir d'une émission télévisée où on invitait des dessinateurs de mémoire, je pense que ça s'appelait du tac au tac. Un dessinateur faisait un crowbar, une représentation, cachait son dessin en laissant dépasser simplement un petit morceau du dessin. Le dessinateur suivant arrivait derrière et à partir de ce petit morceau,
établissait lui-même un dessin. Je me souviens plus s'il y avait une thématique ou pas, ou si c'était libre. Peut-être que c'était donné, oui, peut-être que la thématique était donnée. Dessinait, oui, je me rappelle ça là également. Vous les avez vus, ces émissions? Oui, bien sûr. Ça vous a donné Oui. envie ça a déclenché quelque chose? Non, parce que c'était un jeu. Alors c'est là où je voulais en venir justement. Non. Ouais, c'est que dessiner, scénariser une bande dessinée, il y a une notion de jeu dans tout ça. Oui, alors et tout ça, c'est pas sérieux. Enfin, moi, je m'étonne encore chaque matin de faire un métier qui sert à rien et de gagner de ma vie avec. Enfin, ça m'étonne encore tous les jours. Je n'en demandais pas tant. C'est un jeu, évidemment, c'est un jeu. J'ai du mal à dire que scénariste de bande dessinée, c'est mon métier. Souvent, je parle pas de métier ni de profession, je parle d'activité. C'est mon activité. Je sais faire que ça, j'ai envie de faire que ça. Et cerise sur le gâteau, on me donne un peu d'argent quand ça marche pour continuer à en faire. C'est merveilleux. Ça, il faut pas que ça s'arrête, mais c'est encore une fois, c'est exceptionnel. Voilà. Moi, ce qui m'a donné envie de faire ce métier, évidemment, c'est le dessin. Parce que quand vous êtes gamin et que vous lisez des bandes dessinées, vous voyez bien qu'il y a deux noms, mais vous les imaginez copains comme cochons. Moi, j'imaginais Goscinny sur l'épaule d'Uderzo en lui disant vas-y, fais-lui mettre un coup de poing. J'imaginais qu'on bossait comme ça. Et ben, pas du tout. En fait, chacun bosse chez lui. Le scénariste bosse très en amont, le dessinateur va travailler beaucoup plus tard, et donc c'est des boulots de solitaire. Mais quand j'étais plus jeune, quand j'avais 15-16 ans, et que je voulais faire ce métier, je voulais être dessinateur. Donc j'écrivais mes propres... Parce que quand on a 15 ans, on est seul. Hein, je travaillais dans ma chambre, je faisais mes propres gags. Et puis c'est après, quand tu vas te frotter à la profession, au métier, à ceux qui l'exercent déjà, que tu vas changer ton fusil d'épaule. Moi, on m'a dit, tu ferais mieux d'arrêter le dessin, petit, parce que c'est pas Jojo. Et donc, du coup, je me suis mis à réfléchir. Et je me suis dit, bon, ou tu t'entêtes, ou tu fais ce qu'on te demande, quoi. C'est-à-dire, tu racontes des histoires et puis tu vas travailler avec des gens qui sont plus talentueux que toi. C'est ce que j'ai fait. De mon côté, c'était beaucoup plus simple puisque j'étais une buse absolue. Je suis une buse absolue en dessin. Donc j'ai vite compris que si... Alors, la bande dessinée, c'est une passion. J'ai été libraire pendant des années. Tout ça, c'est la base. Mais comme j'étais vraiment une buse absolue en dessin, j'ai vite compris que si je voulais participer au processus, c'était en tant que scénariste que je pouvais le faire. Et donc c'était plus clair et rapidement, puisque j'ai commencé à écrire mes premiers scénarios adolescents. Je ne les ai jamais montrés à un quelconque dessinateur, c'est arrivé beaucoup plus tard. Mais voilà, l'avantage d'être une buse en dessin, c'est de comprendre un peu plus vite quel sera son rôle. Là, nous sommes installés sur une toute petite estrade. On surplombe très légèrement ce public qui est ici. On aurait aimé qu'elle soit plus grande, effectivement, à la hauteur de Jade FM quand même. J'ai vu passer un enfant, j'allais dire de 6-7 ans, avec une peluche sous le bras, une bande dessinée sous l'autre bras. On regarde des personnes qui ont 70-80 ans, les bras chargés de bande dessinée. Ça va, ça se porte bien. Il y a encore du public, il y a encore différents âges qui est intéressé. Est-ce qu'il y a vraiment différents âges? C'est ça qui est intéressant. Il y a des enfants et il y a des personnes, des quinquagénaires et un peu plus. Mais est-ce que dans les générations du milieu, on en voit là tout de suite pas tant que ça? C'est moins représenté, on va dire. Il y en a, mais c'est moins représenté, voilà. effectivement. Oui, les enfants, on les a obligés de venir. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est les grands-parents qui les ont obligés de venir. Ah ouais. Ouais, Eric, moi, ma fille, je lui ai dit que je venais aujourd'hui au Festival de la BD, il n'y a eu aucun problème. Hein. Très contente de venir. Non, il ne faut pas être pessimiste. Hein. Non. Après, faut être réaliste. Dans le sens où moi aussi j'ai des ados à la maison. De par mon boulot à la médiathèque, c'est clair qu'on passe le collège, on perd des lecteurs sur 3 ans, le temps du lycée. Et puis, là aussi où je vais être optimiste, c'est que, quand même, on les récupère après. Il y en a certains qui reviennent jeunes adultes et qui reviennent justement lire du physique. Après une période de blanc, en quelque sorte. Mais c'est aussi un âge où ils sont aussi super sollicités, que ce soit sportivement, les copains. C'est la période de l'adolescence, hein, les sorties, tout ça. Et je te dis, c'est plutôt jeunes adultes qu'on les voit revenir à la lecture physique. Ça me rassure, moi, d'entendre ça. Hein. Merci beaucoup
À vous trois. Merci. Merci. D'avoir Merci à vous participé à aussi. cette table ronde. C'était très très intéressant et on a pu aborder ensemble des sujets très très différents les uns des autres. On va faire une petite pause musicale. Rachel Sweet. Rachel Sweet, on reste dans Tank Girl avec B-A-B-Y, Baby. Rachel Sweet. Merci American. encore à vous. Baby, oh baby, I love to call you baby. Baby, oh baby, I love for you to call me baby. When you squeeze me real tight, you know you make the wrong things right. And I can't stop loving you. And I won't stop calling you, oh baby, oh baby. You look so good at me, baby, baby, oh baby. You are so good at me, baby. Just one look in your eyes, and my temperature goes sky high. I'm weak for you and can't help it. You know I really don't want to help it. B-A-B-Y, baby. B-A-B-Y, baby. B-A-B-Y, baby. Whenever the sun don't shine, throw out the lifeline. And I get real close to you, and your sweet kisses see me through. Ooh, baby, you look so good to me, baby. Baby, ooh, baby, I love for you to call me baby. When you squeeze me real tight, you know you make the wrong things right. And I can't stop loving you, and I won't stop calling you, baby, ooh, baby. Please don't tease me, baby. On est de retour, Jade FM est de retour aux 36e journée de la bande dessinée en direct du Pèlerin et nous accueillons Sylvain Bordesoul. Bonjour Sylvain. Bonjour, merci beaucoup. Sylvain, tu nous viens de Paris, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Tu es un jeune auteur, scénariste et illustrateur, c'est ça? Oui, totalement, ouais. Et tu viens présenter donc différents ouvrages qui ont été édités. Le dernier, c'est L'été des charognes, c'est bien ça? Alors, L'été des charognes, c'était le premier. Là, le dernier, c'est Azur Asphalt. Azur Asphalt, et ben voilà, ça commence très bien cette interview. Je me plante complètement. Azur Asphalt et L'été des charognes, c'est adapté d'un roman de Simon Johannin, c'est ça? Exactement, ouais. Alors, tu développes dans ton œuvre, en tout cas dans L'été des charognes, ça se passe en milieu rural. Ouais. Avec vraiment rural, enfin des petits hameaux, des petits villages. On sent un peu d'ennui, et on sent aussi la masculinité un peu toxique de ces lieux-là. Ouais, carrément. Carrément. C'était donc Simon vient de ce milieu-là, et c'est vrai que c'était un sujet qu'il connaît bien parce que du coup il a vécu là-dedans en fait. Et du coup, moi c'était un sujet qui me parlait aussi par rapport à ma propre histoire, et du coup c'est vrai qu'on s'est retrouvé là-dessus, ouais, sur justement cette masculinité un peu toxique aussi, et ce milieu rural, et en tout cas ce milieu social un petit peu dur. Ouais. Ta propre histoire, c'est-à-dire que tu as grandi en milieu rural également? Moi j'étais à Nice, donc plutôt comme Azur Asphalt, mais
Azur Asphalt se passe à Nice justement, mais pas le Nice glamour carte postale, et aussi dans l'arrière-pays niçois, donc un peu rural. J'étais à la frontière entre les deux, mais en tout cas dans ce milieu de précarité. En tout cas, ça c'est un truc qui lie les deux sujets. Ouais. Et tu as aussi participé à un ouvrage collectif, Notre Affaire, une BD de combat et d'espoir, sur l'affaire Pellico. Exactement, voilà. Donc on est 30 artistes à avoir participé à ce projet, où chaque artiste a un sujet, un chapitre différent, où justement le procès vient en fil de liant. Et de nous, en fait, on vient questionner chaque point différent. Ça parle de l'inceste. Et moi, mon chapitre à moi parle justement de la masculinité toxique. Justement, on en revient. Ouais. Oui, si j'ai bien compris, ça démarre dans un atelier, dans une école, enfin dans un oui, milieu exactement. Voilà, avec un élève qui pose la question justement sur les différences entre filles et garçons. Et de là, en fait, ça développe plein de choses. En fait, où justement le virilisme, genre le besoin d'être un petit soldat, quoi. En fait, voilà, mon chapitre s'appelle La fabrique du petit garçon. C'est vraiment ce truc-là. D'être un garçon, d'être un homme, un vrai. Exactement, voilà, un homme, un vrai, ouais. Et pour ce chapitre donc, de cette bande dessinée, je rappelle, c'est Notre Affaire, une BD de combat et d'espoir. C'est édité chez l'Iconoclaste. Tu t'es inspiré de quelque chose que tu as vécu. Tu as participé toi-même à des ateliers. Alors en fait, là, on a travaillé avec Mathieu Palin, qui est journaliste, et du coup qui lui a fait toute une étude sur le terrain, et qui s'entoure en fait de chercheurs aussi, notamment Baptiste Beaulieu justement, qui est bien connu dans le milieu et qui est docteur lui-même. Et en fait, Mathieu a fait la synthèse de toutes les rencontres qu'il a pu faire en école aussi justement, et en cercle de parole d'hommes justement qui sont repentis de violences conjugales. Et moi j'ai eu tout le texte en fait quand c'est arrivé, donc j'avais juste à illustrer, on va dire. Mais c'est des thématiques qui me parlent à moi parce que justement moi je suis gay, et justement dans ce chapitre-là on parle de comment les hommes justement traitent les hommes efféminés ou les hommes qui sont différents de leurs normes à eux. Donc c'était un chapitre qui me parlait vachement. Et où même moi, en tant que personne gay aussi, j'ai pu vouloir rentrer dans le moule à un certain moment. Et justement, dans ce chapitre-là, Baptiste Beaulieu parle de son enfance à lui, où justement, il a essayé de faire du foot, faire de la muscu, de correspondre à une certaine norme. Et du coup, voilà, ça questionne tout ça. Donc, à chaque fois, en fait, dans ce livre-là, ils ont réussi à trouver des liens entre les personnes qui travaillent sur le chapitre et le chapitre en lui-même, pour justement on sache de quoi on parle, quoi. C'est une chose dont on parle beaucoup en ce moment, le masculinisme, la masculinité toxique, et tant mieux qu'on en parle. Moi, en tant qu'homme aussi, je peux témoigner que, effectivement, si ça fait du mal aux femmes, si le patriarcat détruit les femmes, il fait aussi du mal aux hommes, dans cette façon qu'il a de nous obliger à nous conformer à un modèle qui ne nous correspond pas forcément, et qui en plus est peut-être malveillant, toxique et ouais, carrément. Carrément. C'était là la force de ce livre-là, c'était aussi de parler à tout le monde, de dire en fait on peut tous changer et améliorer les choses, quoi. C'était aussi ce truc là, quoi. Tu participes à des ateliers en milieu scolaire? Pas encore beaucoup, j'en ai fait quelques-uns, mais pas encore. Comme en fait mes BD sont plutôt considérés adultes ou jeunes adultes, j'ai pu faire en lycée, c'était super intéressant. Et là, Azur Asphalt est justement là je vais partir au mois de juin. En mai. Il y a un prix social en fait du citoyen dans les lycées en fait. Et du coup tous les lycéens ont plusieurs BD qu'ils doivent lire, et Azur Asphalt en fait partie. Donc en fait je vais pouvoir rencontrer des lycéens bientôt au Champ Libre à Rennes le mois prochain pour justement parler d'Azur Asphalt. Donc voilà, ça commence un petit peu, mais c'est vrai que comme les sujets étaient un peu durs, notamment dans l'été des Charognes, où j'ai pas encore fait trop d'école, mais plutôt lycée, et ça commence un peu, ouais, c'est chouette. D'accord. Tu peux nous dire 2 mots de Azur Asphalt, puisque donc c'est ton dernier ouvrage. Alors Azur Asphalt, en fait, ça parle de 2 sœurs à Nice, justement, et je voulais casser l'image carte postale qu'on a, parce qu'en fait, c'est pas celui que je connais moi. C'est une ville avec de grandes inégalités aussi, et on parle de sujets qu'on voit peu, en tout cas en fiction, où là, en fait, on est sur 2 sœurs, une mère célibataire avec 2 enfants qui travaille en crèche, et une autre qui venait de se mettre avec sa copine et qui était au chômage au moment de la BD. Et donc la petite particularité, c'est que je les connais bien, ces filles, parce que c'est mes sœurs. Donc forcément ça aide. Mais c'est un peu ce truc-là, en fait, elle me renvoyait surtout l'image de genre
on n'est pas intéressante pour la culture, pour la politique et tout ça, mais en fait, parce qu'on a d'autres choses à faire, et voilà. Et c'était un peu se montrer qu'en fait, si on prend le temps de se poser, de regarder, tout le monde est intéressant et tout le monde vaut le coup, en fait. Et donc, c'était aussi montrer ça. Et je trouve que parfois aussi, dans la culture, quand on parle de milieux sociaux qui sont pas forcément hyper glamour ou quoi, on a tendance à très romantiser ou à mettre un truc hyper triste ou pesant. Et en fait, là, c'était un peu montrer juste le naturel, la vraie vie. C'est une capture d'écran, en fait. Voilà, Azure Asphalt. Tu as préféré travailler à partir d'une adaptation d'un roman ou justement à partir de ces éléments personnels? Bah, franchement, c'était un peu le même travail pour moi. C'était un peu une adaptation quoi qu'il arrive. L'adaptation de David Messer ou l'adaptation d'un roman, mais il y avait quand même une base qui était là. Et les deux sont hyper bien et hyper touchants parce qu'en fait, dans les deux cas, on a une matière qui vient pas de nous et la personne nous fait confiance avec cette matière-là. Et donc, dans les deux cas, il faut être à la hauteur de cette confiance-là et en faire quelque chose de bien et pas perdre de vue ce qu'on veut en dire aussi. Ouais. Très bien, merci. Donc, c'était Sylvain Bordesoul. On va te laisser retourner voir ça marche, merci beaucoup. Les participants au festival qui attendent tes dédicaces avec impatience. Voilà, ça marche. Merci beaucoup. À très bientôt. Oh, hey, the new king in town. in town. When I need trombone, my dog is handy. But when I want sax, I call Candy, 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 Candy.
nobody can beat that. I rock the party, I rock the house, I rock the whole world, north, east and south. In the west, 17 horns blowing. I am the party man. I rock the party like nobody can. Your bass will be low. Your high will be green. Oh hey, the new king. Party man. Butter muffin, got a lot of butter to go. Say baby, what you smoking? Baloney. Well here, let me light it. Ow! You big turd, look what you've done to my hair! C'était donc Prince avec Party Man. Et nous avons 3 invités en plateau qui viennent de nous rejoindre. Bonjour, merci beaucoup. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Leïla. Leïla et Naïm. Naïm. Très bien, soyez les bienvenus. Et comment t'appelles-tu? Ismaël. Ismaël, soyez les bienvenus. Et il y a Valérie qui vient de nous rejoindre, qui vient de faire un micro-trottoir, c'est bien ça? Ça va Valérie? Ah, tout va bien. Tout va bien. Visiteurs, visiteuses de ce festival de bande dessinée, qu'est-ce que vous avez découvert en bande dessinée les enfants? Moi, j'ai découvert Kid Paddle. Kid Paddle. C'est bien? Oui. Ouais. Est-ce que tu as eu le temps de lire une histoire de Kid Paddle? Oui, même plusieurs. Ça parlait de quoi? Un garçon avec ses copains et ils adorent les blorks. Et du coup, Ils font des trucs. Bah oui. Ils font des trucs. Et toi? La même chose que mon frère. Et je pense que, en fait, avec les blorks, c'est un jeu, en fait. Ils jouent à un jeu. Et il y a un barbare qui doit sauver une princesse. Et par contre, leurs ennemis, c'est les blorks. Les blorks. Et Ismaël, est-ce que tu peux nous expliquer les blorks? Ils sont dessinés comment? À quoi ils ressemblent? Ils ont des pustules. Ils ont des yeux. Ils sont des bras et des jambes. En fait, ils ressemblent un petit peu à des humains sans cou et avec des pustules. Ils sont de et quelle couleur? différentes couleurs. Plein de couleurs. Plein de couleurs. Pour une maman, amener ses enfants à ce festival de bande dessinée, on les observe lorsqu'ils feuillettent les pages des albums. On vient régulièrement, je pourrais dire chaque année en fait, et à chaque fois c'est la même l'excitation, on va dire, qui prime, et puis ils amènent chacun leur porte-monnaie avec leur argent, et ils achètent leur bande dessinée, ils sélectionnent. Ouais. D'accord, ils font leur marché. Exactement, bande donc dessinée, ils économisent avant de venir pour pouvoir acheter les bandes dessinées. Êtes-vous vous-même lectrice de bande dessinée? Oui, alors je l'ai toujours été. Mon mari encore plus que moi. Il est d'ailleurs en train d'attendre sa dédicace pour sa BD avec Margerin. Bah évidemment. Mais depuis que j'ai des enfants, on a une bibliothèque entière avec des bandes dessinées. Plein de bibliothèques. Plusieurs bibliothèques. On en a 3. 3 bibliothèques pleines de bandes dessinées. Oui. Ouais, et quand on déménage, c'est beaucoup de volume et de poids. C'est ça. Quand on parle de Margerin, il est situé à une dizaine de mètres sur la gauche du plateau sur lequel on a installé le studio. Il y a une queue qui ne faiblit pas en fait. Ouais. Ça reste la star entre guillemets du festival lorsqu'il vient ici. Ah, j'ai l'impression, ouais. En tout cas, nous, personnellement,
Enfin, mon mari est fan depuis qu'il est adolescent. Il collectionne ses BD depuis qu'il est ado et il a hésité à faire la queue parce que voilà, C'est long, pas- ouais, c'est long. Et puis en fait, il a acheté 2 affiches et puis il a acheté une BD et puis il m'a dit non mais je vais faire la queue finalement parce que Ce serait trop C'est trop bête, dommage. ouais. voilà, ce serait trop dommage. Personnellement, moi, il y a 2 ans, j'avais fait la queue pour avoir une dédicace. Ma fille était un peu impatiente au bout d'un moment, mais je ne regrette absolument pas ce moment de passer avec lui et de voir cette dédicace Ouais. dans Radio Lucien. La bande dessinée prend une valeur sentimentale quelque part. Complètement. Ah oui. Ouais. Ah ouais, complètement. C'est un Ouais. objet qu'on va garder. Ouais. Ouais. Alors Tout à ça se fait. transmet beaucoup la bande dessinée. J'ai cru comprendre ça en interrogeant quelques personnes. C'est quelque chose qu'on transmet à ses enfants. Ah oui, oui, Ouais. oui, parce qu'il a des très vieilles BD, Ouais. même de Rahan par exemple, il aimait beaucoup. Enfin, Bah nous aussi on en regarde avec Ismaël. du coup, papa va vous les donner. C'est sûr, des bandes dessinées qu'il a depuis qu'il est ado, il les donnera à ses enfants, c'est évident. Ouais. Et la passion aussi se transmet. On commence Ah bah, déjà exactement. à en lire. Bah oui, apparemment. Pour en revenir à Kid Paddle, vous avez vu le créateur de Kid Paddle? Non, Non, il est on pas l'a là. même cherché aujourd'hui, mais il n'est pas là. D'accord, il n'est pas là. Midam. C'est Midam. Très bien. Et ici, pardon. Ici, il y a un dessinateur que vous connaissiez, que vous avez rencontré, les enfants? Bah non. Pas cette Non. année. Pas cette L'année année. l'année dernière, Pas cette on a année. eu une super belle dédicace. Hein. Mais cette année, Ouais. non. Ouais, c'était les géants. Ouais, on a eu une magnifique dédicace l'année passée. Et les mangas, pour vous, ça donne quoi? Non, Non, on on n'est n'en a pas pas. manga, nous. C'est pas la même chose. Pour le moment, on n'a pas commencé à lire des mangas. Bah on n'en a aucun à la maison. D'accord, c'est la BD quoi. Eh bien, merci beaucoup. C'est super gentil de votre part d'avoir pu passer en direct sur l'antenne de Jave FM. C'était très important pour nous d'avoir aussi des retours du très jeune public. Merci d'avoir amené vos enfants sur ce plateau mobile. C'est surtout moi qui devais Merci venir. à vous. C'est surtout toi. Ah, Merci. Ismaël qui va revenir. Merci Leïla, Ismaël et Naël, c'est ça? Naïm. Naïm, pardon, Merci, autant pour merci moi. à vous. Merci. Avec un tréma. Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des et des. Zip, shabam. Pow, blop. Je distribue les swings et les uppercuts, ça fait, et ça fait, ou bien, ou parfois même. Shabam. Pow, blop. Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des et des. Zip, shabam. Pow, blop. Viens avec moi par-dessus les buildings, ça fait quand on s'envole et puis après quoi je fais et ça fait. Boing, shabam. Pow, blop. Shabam. Pow, blop. Shabam. Pow, blop. Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des et des. Zip, shabam. Pow, blop. N'aie pas peur bébé, agrippe-toi, je suis là pour te protéger. Ferme les yeux, embrasse-moi. Smack, shabam. Pow, blop. Shabam. Pow, blop. Shabam. Pow, blop. Whiz.